bonjour, bienvenue. C'est une drôle de situation, c'est pas très intime comme rapport, en tout cas pour moi, vous êtes tous un peu loin, vous êtes nombreux et loin, mais on va essayer de faire avec. Et effectivement, c'est pas une conférence où je suis pas là pour vous parler de ma vie, enfin je vais le faire, mais moi je la connais en fait, donc c'est bien de se nourrir, vous, de... J'ai besoin de savoir ce que vous avez besoin d'apprendre de moi pour que je puisse vous le transmettre. Et n'hésitez pas, il n'y a aucune mauvaise question. Je peux avoir des mauvaises réponses, mais en tout cas, il n'y a pas de mauvaises questions. Et effectivement, on va faire un trajet à travers une partie de mes films. Donc, on peut en parler, mais vous êtes là aussi et je suis là aussi pour vous répondre sur comment ces films, en dehors des questions d'esthétique, du sujet, de leur forme, de leur contenu, comment je les ai faits, comment ils circulent, comment je paye mon loyer avec ça, combien de temps ça prend, enfin voilà, des questions d'un ordre pratique, de l'ordre du faire, aussi le cinéma en tant que métier. Tout ça, on peut en discuter et on peut évidemment aussi discuter du fond. J'ai prévu des petits blocs de 3 films ou de 1 film, ou des petits blocs voilà, entre 20 minutes de projection qu'on entrecoupera. Et on ouvre la discussion à ce moment-là, on peut parler des films, bifurquer. Après, si des fois on prend du temps sur un endroit, je peux changer l'ordre des films, enfin voilà, tout est un peu libre. J'ai largement de quoi occuper la séance en projection et en discussion, donc voilà, inventons-le ensemble. On va commencer assez vite par des films, mais je trouve ça important de vous expliquer un peu comment je suis arrivé au début à faire des films, ma formation, ou des choses voilà, plus un peu sur comment à un moment j'ai fait ces premiers films et avant de vous les montrer. Moi j'ai fait une formation à la fac, j'ai fait un DUG, donc l'équivalent d'une licence 2 en communication et art du langage parce qu'il y avait un petit atelier de vidéo. Ensuite j'ai fait une formation qui n'existe absolument plus qui s'appelait une MST, Maîtrise Sciences et Techniques, qui était l'équivalent d'un BTS à Bac+4 dans le sein de la fac. Là, en audiovisuel et multimédia. Les 2 formations étaient très très mauvaises. Mais l'avantage que j'ai eu sur cette MST, c'est que j'avais beaucoup de temps et que j'ai eu l'obligation de faire des stages. Et par chance, j'ai été pris à Beaubourg au service audiovisuel, où je suis resté 1 an et demi. C'était très luxueux parce qu'ils m'ont payé. Enfin, sur la fin du stage, j'étais employé de Beaubourg et que c'était une situation pour apprendre, parce que je ne savais pas faire grand-chose. Hein. C'était des vraies productions parce que je devais faire des films pour les expos, sur les expos, etc. Mais comme c'était une administration, quand je ne savais pas faire quelque chose, quelqu'un me l'apprenait. Voilà, il y avait une chose comme ça qui était très très agréable. Et bien avant de faire des films, c'était mon métier. En fait, j'ai été assistant réalisateur et beaucoup monteur. Assez rapidement dès le sortir de l'école, et j'ai travaillé des années sur du documentaire. Les 2 choses où je travaillais beaucoup, c'était du documentaire pour Arte et sur les émissions documentaires ou de court-métrage sur Canal+. Et j'avais peut-être à l'époque une vision du cinéma très très classique, un peu bornée, sur l'idée que pour faire des films, il fallait gravir des échelons. Voilà, d'abord on travaillait pour d'autres, on prenait son temps, de manière, voilà, on était second en fiction, premier, ensuite réalisateur. Et donc j'étais pas très pressé. C'était sûr que je voulais faire des films. Ça c'est un désir d'enfance et d'adolescence, c'était indécrottable, c'est le métier que j'ai choisi très très tôt. Mais je me laissais le temps, voilà. Et je pense que il y a le fait que je me suis lancé en me disant voilà, cette fois-ci je vais faire des films, vient d'un manque en tant que spectateur, où je voyais beaucoup de choses en art contemporain et en cinéma, mais il y avait une question qui me manquait, moi, en tant que, à cet âge-là, qui était la question du traitement du politique dans le cinéma contemporain. Et à un moment, au lieu de râler, de me dire, bon, ça manque, j'arrive pas à voir, voilà, il y a du cinéma militant magnifique jusqu'aux années 70, après ça disparaît. Au lieu de râler, peut-être qu'il faut que je le fasse. Et dans ce manque que j'avais en tant que spectateur, j'ai trouvé l'énergie de faire des films. Et une des choses que j'ai décidé très très tôt à ce moment-là pour faire les films, c'était de faire des films seuls. Donc vous allez voir, c'est très important pour en tout cas les premiers films que vous allez voir. Pour plusieurs raisons. La première, c'était le fait que je travaillais déjà en production normale, c'est-à-dire en équipe. J'avais envie de me dégager de cette lourdeur, en fait, de faire des films, cette manière de répondre à des commandes, de rentrer dans des clous. Je voulais me donner la plus grande liberté possible.
Et la plus grande liberté possible pour moi à l'époque, c'était de faire des films seul, sans demander d'argent, en les faisant dans mon coin, en essayant, voilà, c'est-à-dire sans résultat à la fin. J'avais besoin de cette espèce voilà, de fraîcheur dans la manière de fabriquer. Et aussi parce que une chose beaucoup plus intime, personnelle, qui était le fait que moi je viens d'une famille très populaire, etc. Et on ne m'a pas appris à être artiste. Et faire des films, c'est d'un coup énoncer un discours. C'est-à-dire de dire voilà, je suis suffisamment sûr de moi pour que je raconte quelque chose et je le donne à des spectateurs. Et ce geste-là, d'un coup, de prendre la parole voilà, quand on n'a pas grandi avec ça, c'était... il y avait un truc de la timidité, quoi. Il y a quelque chose... J'ai dit à ma famille que je faisais des films, je pense, 10 ans après avoir commencé. C'était quelque chose qui était donc vraiment très viscéral, un peu excessif. Hein. On est tous un peu branques par certains côtés. Moi, c'était de ce côté-là. Et du coup, travailler tout seul, ça m'évitait d'appeler des copains en disant voilà, je fais un film, est-ce que tu me files un coup de main là-dessus? Enfin voilà, tout ce que j'aurais dû faire pour faire des films en équipe. J'avais pas l'énergie de le faire en mon nom propre. Et voilà, ça c'était les deux grandes... La solitude était importante pour ce début du travail. Donc, ce dans quoi je me suis lancé très tôt, c'était un cinéma fabriqué à base d'archives. Qui venait à la fois de mon travail de monteur, c'est-à-dire c'est le cinéma par le biais du montage. Ça croisait des questions qui étaient très importantes pour moi, la question de la mémoire, la question de la manière dont on écrivait l'histoire. Ça permettait de travailler des thèmes, d'une certaine manière déjà très décollés du réel, et pas philosophiques, mais en tout cas des choses qui débordaient largement la factualité du réel. Et je pouvais travailler seul avec ces archives et faire quelque chose qui était quand même pour moi très important. C'était je voulais travailler seul, mais je voulais faire des films qui soient des films. Et pour moi, même si je peux aimer les films amateurs, il y a un respect de la technique au cinéma. C'est-à-dire que les films doivent être... L'image doit être bien traitée, le son doit être bien travaillé. J'ai besoin, en tout cas moi j'aime le cinéma qui est propre techniquement. Donc ça nécessite des compétences techniques, ça nécessite du matériel. Et j'étais capable, moi, de fabriquer des films seuls avec les archives qui respectent ce niveau technique que j'avais envie de donner, en fait, auquel j'avais envie d'aboutir. Alors je commence déjà à me perdre, là, il a parlé beaucoup. Et donc je vais passer assez vite à ces films, ça sera plus clair quand même après. Juste pour ce moment, j'ai décidé de faire des films, et les films que vous allez voir, il y a eu une étape de transition. En fait, je suis passé par l'art contemporain et par des installations, avec ou pas de la vidéo. Parce que c'était, là encore, un domaine qui était totalement pas le mien. Ça veut dire que les gens que je rencontrais dans l'art contemporain ou dans le travail, c'était pas les mêmes, et du coup, j'avais eu cette séparation. Et à ce moment-là, l'art contemporain était très ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'appels à candidature pour des expos, des choses comme ça. C'est-à-dire, sans être du milieu, on pouvait postuler avec des projets et les réaliser. Je suis passé par là, et ce qui m'a fait briller, enfin, ce qui m'a fait revenir d'une certaine manière, c'est que j'avais fait une installation vidéo sur laquelle j'avais travaillé 1 an, et j'ai décidé c'était un multi-écran, d'un des écrans de tirer un film. Ce film-là, j'en ai fait un film de 10 minutes, qui a été distribué en festival, qui a été montré. C'était mon premier film qui était montré dans le champ du cinéma, et je m'étais rendu compte qu'il y avait un vrai luxe d'un coup à... L'art contemporain, c'était très bien, mais faire une expo qui dure 2 semaines, on touche 200-300 spectateurs, et la même œuvre résumée dans un film, d'un coup, je faisais 40 festivals dans le monde entier, et ça représentait énormément de spectateurs, et on fait quand même des films pour qu'ils soient vus. Et du coup, je me dis, c'est quand même assez magique, quoi, de faire des films, on envoie une copie, on envoie un DVD, et il y a des gens en Ouzbékistan qui vont le voir. Il y a quelque chose qui m'a séduit, qui m'a fait revenir, c'est-à-dire de repenser des objets qui soient directement des objets pour la salle. Et là, vous allez voir le premier film que j'ai fait à ce moment-là, qui s'appelle We Are Winning, Don't Forget. Donc c'est un film de 7 minutes, voilà, de 2004. Et vous allez voir derrière 2 autres films. Donc je les ai réunis, ces 3 films, parce que ce sont des films réalisés à partir de photographies. Donc vous avez We Are Winning, Dies Irae, qui est de 2005, qui dure 10 minutes, et 200 000 fantômes, qui dure 10 minutes aussi, de 2007. Et je trouve intéressant de vous les montrer aussi pour voir comment une technique, c'est-à-dire comment le fait de faire des films permet d'avancer soi-même en tant que réalisateur, et comment on progresse par le fait qu'on fasse des films. Donc voilà, ça dure 27 minutes, et après c'est vous qui parlez.
Est-ce que vous avez des premières réactions, questions, remarques? Non. Ce que vous avez vu là, donc ça c'est une partie de mon travail sur l'archive à base de photographie, mais il y a des choses qu'on va retrouver dans mes autres films avec des archives films, mais aussi avec des fictions que j'ai pu faire ou avec le documentaire. Il y a quand même pour moi des liens. Mais ce qui peut apparaître la première évidence, c'est d'un coup proposer des films sans aucune explication. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'explication qui passe par le langage. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on retrouve, que vous allez retrouver sur d'autres films que je vais vous montrer, ou même quand je fais de la fiction, j'ai un peu, même si du coup ça parle, mais malgré tout, il y a toujours beaucoup de questions qui sont laissées en suspens. Qui ne sont pas résolus, mais probablement parce que je pense que j'ai toujours fait des films sur ce que je ne comprenais pas. Je m'attaque, j'ai une envie de film quand j'ai besoin de comprendre quelque chose et du coup de m'y confronter. Et je pense pour moi que si j'arrive à faire un film, c'est si j'arrive à formuler la question, c'est-à-dire de moi m'éclaircir la question que j'ai envie de me poser à moi-même. Mais je ne suis pas dans un cinéma ou dans un documentaire, là on est dans le champ du documentaire, qui va chercher à faire soit de la pédagogie, soit de l'analyse, etc. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est que c'est pas ma stratégie. Si on prend Hiroshima, il faut des films qui expliquent ce qui s'est passé. Moi, c'était pas ma question. Mais voilà, j'ai une manière comme ça assez, il me semble, si je dois transmettre quelque chose, c'est quelque chose de l'ordre de la question et de l'ordre de l'émotion sur les choses. Des réactions? Des questions, justement? Il y a un micro ici, hein, si vous voulez, on vous l'apporte, si vous voulez. Il y a plein de questions que vous pouvez poser. Hein. C'est quoi le bâtiment? Il faut en fait, on en aurait tellement qu'on ne sait plus. Oui, mais on peut y aller dans le désordre. Qui, en effet, provoquent les réactions. Oui. Moi, je me demandais tout simplement une question, juste sur le dernier, parce que c'est vrai que du coup, on a tendance toujours à rester sur le dernier film qu'on a vu. Il a été vu au Japon, j'ai vu que le générique était aussi en japonais, il a été vu au Japon, quelles ont été les réactions, dans quel cadre il a été vu à ce moment-là au Japon et en France aussi? Les réactions sont diamétralement opposées entre le Japon et le reste du monde sur ce film. Donc effectivement je suis allé là-bas, j'ai fait le film là-bas, et le film il y a très peu, alors le Japon c'est quand même un désert culturel hein, en termes de création contemporaine, mais il y a quelques festivals de cinéma. Donc du coup, c'est un film qui a beaucoup tourné, du coup c'est relatif, mais qui a fait quand même les festivals qu'il pouvait faire au Japon. C'est un film qui, là-bas, a reçu le prix du ministère de la Culture, donc d'un coup une réception qui est excessivement bonne. Mais les raisons ne sont pas tout à fait pour les noter. Il me semble que ce film-là, en tout cas, moi c'est ce qu'il m'a créé quand je l'ai fait, c'est un film de deuil. Moi je suis dans un film de l'après. Enfin, voilà, de quelqu'un qui vit aujourd'hui face à ce désastre, avec le temps qui est passé. Pour eux, c'est un film excessivement politique, mais même agressivement politique. Donc c'est une autre culture, hein, évidemment, malgré le vernis occidental, on est très différents. Pour eux, chaque image du dôme, une seule image, est un acte d'accusation. Okay. Un acte d'accusation selon leur mot politique, soit pour le gouvernement japonais de l'époque, soit un acte d'accusation contre les Américains. Mais du coup, faire un film avec 1000 photos qui disent « il y a des responsables, il y a des responsables, il y a des responsables, il y a des responsables », c'est voilà, c'est très fort. Il y a l'empereur, qui est le bonhomme qui monte sur une estrade. On voit un peu de son visage. Donc la maison impériale a donné son accord, mais c'est quand même... ça allait parce que j'étais occidental, mais on ne montre pas le visage de l'empereur. Oser le faire, même juste une image de lui de dos, c'était déjà... C'était déjà une... Voilà. Pour eux, c'est une prise de position qui est très très forte. C'est une accusation de l'empereur, très clairement. Donc les réactions sont diamétralement opposées. Ce qui les a touchés eux aussi, mais ça, là une fois de plus c'est une chose de leur culture, c'est aussi le fait que j'ai rendu ce bâtiment vivant. Voilà. Tout est empreint d'une force au Japon. Les pierres aussi, donc ce bâtiment il est vivant, mais du coup là je le montrais dans un film. Que ce bâtiment vivait sa propre vie, était toujours là, était voilà, comme ça inscrit dans la vie aussi. Ça c'était l'endroit qui les a touchés. Après j'avais fait un film et j'ai essayé de respecter ce que j'avais compris du Japon, donc la circularité du film venait de la manière dont je voulais aborder cet espace, mais aussi pour essayer
de me rapprocher du temps à la japonaise, qui est un temps circulaire et pas chronologique comme le nôtre. C'est-à-dire que les temps s'inscrivent les uns sur les autres. La circularité venait de là aussi. Ça, c'est des choses qui les ont... Il y a beaucoup de choses que j'ai mises, qu'eux ont vues, dont ils m'ont parlé, que des spectateurs non japonais ne peuvent pas forcément... Vous m'entendez, l'enfant? Ne peuvent pas forcément saisir. Voilà. Oui. Je trouve que très bizarrement, dans le dernier, la Défense des fantômes, on trouve quelque chose de plus apaisé que dans le premier. Ah oui. C'est assez étonnant. J'ai eu l'impression en fait, que vous partiez... que dans le premier, vous partiez de la musique, et que c'était la musique, le montage était fait à partir de la musique, ce qui est opposé totalement dans le dernier. Et effectivement, outre cette circularité, la musique est quelque part assez apaisée dans le dernier film. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez pris les choses très différemment entre le premier et le dernier. En termes de création, que vous êtes parti d'abord de la musique sur le premier, et que après c'est la circularité peut-être qui a imposé cette musique. Et en tout cas le chant, enfin, après la... Mais effectivement, dans le faire, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça veut dire que sur le premier film, j'avais les archives, j'avais les images, mais j'avais pas de film. Je suis allé au concert du groupe que j'ai utilisé, et c'est ce moment magique de hasard, on ne sait pas pourquoi, d'un coup ils jouent un morceau, et flaf, j'ai un film dans la tête avec toutes les images que j'avais depuis 2 mois. Je suis rentré le lendemain, j'ai pris le morceau, j'ai monté le film. Il y a quelque chose comme ça, tandis qu'effectivement sur 200 000 fantômes, le film était écrit, déjà pensé sa circularité, et j'ai trouvé une musique qui allait rentrer dans le processus visuel, et pas le mener. Après, c'est quand même ce qui différencie l'énergie, c'est avant tout ce que ça raconte aussi, ces 2 films. Là, on est d'un côté... En fait, j'ai 2 pans de mon travail. Enfin, vous allez voir sur la suite, c'est d'un côté des films qui posent directement des questions très politiques, enfin, comment on résiste. Voilà. Donc des films qui sont sur une énergie généralement beaucoup plus rock, beaucoup plus tendue, beaucoup plus speed. Et j'ai fait toute une série de films, comme 200 000 fantômes ou Dies Irae, sur la destruction. Donc là, des films qui sont plus des films de repos, de deuil, des films de mémoire, et pas des films contre quelque chose, qui change vraiment, effectivement, radicalement l'énergie et dans le faire, et dans le résultat, et dans le... Là, on a envie de mettre une chandelle, dans l'autre, on a peut-être envie de jeter un pavé, quoi. C'est pas le même effet. Ça, le premier, il y a une espèce de violence, il percute vraiment. Mais du coup, moi, je sais pas trop comment prendre celui du milieu. Dies Irae. Dans quel sens? Un peu tous. Tant dans le propos que dans... j'ai l'impression qu'il y a vraiment du premier qui se retrouve vraiment dans le deuxième, mais que du coup, il y a plus le propos. J'ai plus le propos. Enfin, si, il y a le cheminement, le chemin, ça finit sur Arbeit, on voit bien sur quoi on termine. Mais... Ou peut-être que simplement j'ai moins accroché. Non, c'est un film, de toute façon, c'est jamais possible d'accrocher sur tous les films de quelqu'un, donc ça c'est déjà... c'est un film qui a un registre qui est différent des autres, parce que c'est un film qui joue avant tout sur le poétique, sur une poésie, dans lequel on rentre ou on rentre pas, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est un film qui... moi je trouve où il ressemble aux autres, c'est que pendant 10 minutes on voit des routes, on peut être séduit, on peut être dedans, mais on peut aussi rentrer, trouver ça séduisant, assez beau, quelque chose de l'ordre de l'esthétique. Et d'un coup, Auschwitz arrive, pam, le film est fini, on se prend une balle dans la gueule. Cet effet-là est quelque chose qui peut arriver quand on rentre dans le film, justement, quand on ne reste pas dehors, et d'un coup de se sentir totalement... c'est un film qui, malgré son vernis pour moi abstrait, en tout cas un temps abstrait, est un film qui devient éminemment concret sur ces dernières secondes. Enfin, sur les dernières secondes, d'accord, mais en fait c'est au vu du premier où on cherche le propos, puisque dans le premier il y a vraiment un propos qui est très très clair, enfin un cheminement dans le propos qui est très clair. Effectivement, dans le deuxième, c'est l'aboutissement qui compte. Ouais. Et tu as trouvé le troisième plus clair, lui? Moi, ce que j'aime beaucoup dans le troisième, c'est le fait que ce dôme, qui ressemble terriblement à un champignon, soit centré systématiquement au même endroit. Et donc, c'est le pivot. Bon, après, il y a la musique et les paroles qui résonnent beaucoup. Non, parce que moi, je trouve les deux très abstraits, par exemple. Bah oui. Enfin, ça me... Voilà. Il y a d'autres... Il y a des... Merci. Ah bah, de rien. Je voulais poser une question en fait par rapport au processus de création justement. Enfin, ça m'a
plutôt choquée avec le deuxième, justement. Et je voulais savoir si vous saviez, avant même de commencer le montage, enfin, comment est-ce que vous allez arriver est-ce que toute la logique est déjà inscrite quand vous commencez le film ou pas? Le début du film, c'est la fin du film. Enfin, c'est-à-dire que j'ai écrit le film pour qu'on arrive là. Et pas à l'inverse, faire un film en disant oh, comment je finis, je vais finir par Auschwitz. C'est un film sur les camps de concentration. La fin était inexorable pour moi dès le début. C'est-à-dire que je devais construire un cheminement qui nous amène là. C'était vraiment mon hypothèse de travail. Enfin, la fin était écrite. Le chemin était écrit, c'était... Et pour les autres, c'est la même chose? Est-ce que vous avez à chaque fois une ligne directive comme ça, ou est-ce que parfois votre travail évolue? Non, il y a des choses que je ne peux pas maîtriser en avance, mais grosso modo, c'est quand même très écrit. Moi, j'ai quand même connu, par exemple, le montage non numérique. C'est-à-dire, il fallait qu'on écrive les films sur papier, parce que quand on était en bande sur bande, on ne rajoutait pas un plan au milieu de la cassette. Hein. Enfin, c'était... Donc du coup, j'ai gardé ce truc d'écrire les films, même des films comme ça. Enfin, c'est-à-dire que après, ce que je ne peux pas écrire, c'est quelle photo je mets exactement où et tout ça. Mais en tout cas, les grandes lignes sont écrites. Ce que je ne peux pas maîtriser et ce qui arrive sur le banc de montage, c'est le rythme. C'est les systèmes de cadre et des choses comme par exemple, dans 200 000 fantômes, ce que j'avais absolument pas prévu, c'était la décomposition sur l'écran. Je voulais que ça soit comme Yassiré, des images pleines avec le dôme au milieu. Mais sur les photos que j'ai trouvées, le dôme n'était pas forcément au milieu. Des fois, il était vraiment bord cadre et tout ça. Et comme j'avais pas assez de photos, il fallait que je trouve un système de montage qui me permette d'utiliser toutes les photos en ayant toujours le dôme au centre. Et du coup, ça a donné cet effet qui au début était très brouillon, mais que j'ai travaillé, d'inclure cette contrainte dans le montage. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Mais après, le film était circulaire et s'écrivait comme ça. Ce qui va peut-être changer entre effectivement l'écriture et le film final, c'est que je crois que quand on travaille avec des archives, il faut respecter son matériel. Mais comme on respecte quand on tourne, quand on vient d'un tournage, on a des plans, on ne réussit un film que quand on respecte les images que l'on a. Et dans les archives, ce qui est plus contraignant, c'est qu'on n'a pas décidé quelles images on allait avoir, contrairement à un film de fiction. Et du coup, elles imposent aux monteurs un rythme, elles imposent une manière de cadrer, elles imposent en fait d'une certaine manière, ou alors, je ne sais pas qu'elles imposent, mais il faut qu'il y ait un rapport entre la personne qui les monte et ces images-là, et que ce rapport trouve une certaine justesse. C'est dur à définir d'un coup pourquoi c'est juste, pourquoi c'est pas juste, mais il y a... Et là, ça amène de la variation. Ça amène des... Ou ce qui peut changer, c'est, par exemple, si je prends 200 000 fantômes, l'image de fin n'était pas là. Je finissais par la cérémonie, mais je n'avais pas cette image. Ça, c'est dans les recherches. J'ai trouvé cette image qui m'a bouleversé. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et il fallait que je lui trouve une place. Et elle ne pouvait pas être dans le corps du montage, elle ne pouvait pas être... Donc, voilà, elle arrive à la fin parce que d'un coup, c'était sa place. Ça, c'était une image qui n'était pas écrite. Qui n'était pas... Voilà. Mais c'est quand même très écrit. Sur des montages comme ça prend un an, hein, à peu près. Perdre un an de sa vie parce qu'on a mal pensé son projet, c'est un peu risqué. Enfin, je veux dire, il y a un truc c'est bien de partir en étant... après, rien n'empêche de tout changer, hein, mais c'est bien de partir sur des choses un peu écrites. Je vais revenir sur le bâtiment, ce fameux dôme que tu filmes dans 200 000 fantômes. Tu peux nous expliquer ce que c'est Parce que puisque tu parles de la différence de réception en fait entre le Japon et l'Europe, et moi j'ai toujours trouvé que c'était un film très politique aussi. Toi, tu parles plus de quelque chose d'intime, de l'ordre du deuil, mais quand on sait ce qu'est le bâtiment, je trouve que c'est quand même un symbole politique assez fort. Mais ça, c'est la deuxième couche du travail. D'abord on est ému, et après on se dit mais voilà, pourquoi un film sur Hiroshima quoi. Et là, ça commence à devenir plus politique, en tout cas plus interrogatif sur les questions de la responsabilité de cet événement. Ce bâtiment, c'est un bâtiment municipal qui a été construit dans les années 20, fin des années 20, qui était un lieu d'exposition. Exposition au sens art plastique ou exposition industrielle, parce que Hiroshima était très très industriel, donc il faisait des expositions, des productions locales pour les importateurs qui venaient, qui voulaient acheter des choses. Et c'est un bâtiment qui était très important parce que la ville était en bois encore à l'époque.
C'était un Européen qui l'avait construit, c'était très chic quoi, pour la ville d'avoir cet immeuble-là, donc c'est un immeuble qui était déjà très connu avant la bombe. Et le pont qui est devant est le pont de l'Impact, enfin le pont qui était visé par les Américains. Et quand la bombe a sauté, comme tout était en bois, tout a sauté, sauf ce bâtiment qui était en béton. Et qui est resté du coup là un temps. Comme c'était un bâtiment municipal, c'était important parce que les autres bâtiments en béton ont été détruits par leurs propriétaires, mais là la ville n'a pas pu le détruire. Et comme les années ont passé, quand ils ont décidé de le détruire, les habitants ont décidé de le garder, au contraire de la mairie. Et c'est devenu le symbole de la ville et de l'explosion de la bombe. Et c'est un bâtiment qui pour moi était important parce que j'ai décidé de faire ce film, parce que j'ai lu un jour par hasard, j'ai acheté un bouquin sur Annie Bakoucha, donc un survivant qui expliquait sa vie, enfin qui racontait sa vie. Et j'étais excessivement honteux de lire ce livre parce que j'étais pas honteux de ce qui s'était passé, j'étais honteux de ne pas le savoir. Je ne sais pas pour vous, mais nous, moi à l'époque, c'était fin du programme de la Seconde Guerre mondiale. On sort de kilomètres et de kilomètres d'horreur, et à la fin du programme, je me rappelle, en 20 minutes, c'est bon, on jette la bombe, c'est la fin de l'histoire, et puis basta. Mais ce qui s'est passé concrètement sur place, ça, je ne l'avais pas appris. Et j'ai eu honte, en fait, de ne pas le savoir, parce que ce qui s'est passé est vraiment dégueulasse. Et donc, j'avais envie de travailler sur la mémoire de cet événement, et ce bâtiment, du coup, était physiquement un lieu qui pose la question de l'inscription dans un paysage contemporain du passé et comment on gère la mémoire. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de partir sur ce bâtiment pour faire le film. Ouais. Vous voulez qu'on passe à la suite? Ouais. De toute façon, vous pouvez garder vos questions pour après. Là, ça va être un bloc un peu plus court, c'est ces 3 films. On revient un peu plus dans la frontalité et dans l'énergie du premier film. Alors, il y a Utilité criminelle, c'est un film de 10 minutes en images. Donc là, c'est toujours 3 films d'archives. Mais ça, c'est un film avec des images d'archives film. Ensuite, j'arrive en 2010 avec Les Barbares, qui est un film de photographie de 5 minutes. Et on va finir par The Devil, un film de 8 minutes, pareil en images d'archives. Ça, c'est un de mes derniers films, il date de 2012. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, là pour les cours d'archi, donc là c'est encore des films différents, beaucoup plus frontaux, plus politiques. Oui. Par rapport à ça, je voulais savoir si c'était dur de monter financièrement des films comme ceci, là où on va voir, je sais pas moi, le CNC ou le Conseil régional et on leur dit on va faire un film sur des femmes françaises qui se font raser à la Libération. Non, ça c'est impossible. Ça, c'est des films, là, les 3, c'est des films sur lesquels il n'y a rien. On a juste eu l'Île-de-France post-production pour Utilité criminelle. Parce qu'une fois que les films sont finis, c'est plus facile de voir le résultat. Du coup, ils nous avaient aidés pour faire la copie 35. Parce que la plupart des films que vous voyez sont à l'origine des films en 35 mm. C'est déjà le Moyen-Âge du cinéma, mais du coup, à l'époque, pour diffuser des courts-métrages en salle, il fallait absolument des copies 35. Donc, ce qui faisait que ces films-là, je pouvais les faire la plupart tout seul. Mais par contre, le passage au 35, d'un coup, il fallait trouver 10 000 ou 15 000 euros pour réussir à avoir une copie 35. Donc là, il y a la région Île-de-France, par exemple, qui nous a aidés sur celui-là. Mais le film, une fois le film est fini, c'est plus facile. La chose que j'ai appris sur le financement des films, sur ceux pour lesquels j'ai besoin d'argent, c'est surtout cacher pourquoi je fais les films, pour les commissions. Vous verrez, la recherche d'argent, c'est beaucoup d'écriture. Donc on parle du film. Quand on fait de la fiction, on est plus chanceux parce qu'on a un scénario et on ne demande pas vraiment à l'auteur de prendre la parole, sauf sur une page ou une demi-page de note d'intention. Quand on fait du documentaire, tout se base sur les intentions de l'auteur, sur le sujet, mais comment il va le traiter, etc. Et arriver, le mot politique est un gros mot aujourd'hui dans le cinéma comme partout ailleurs. La frontalité des sujets, des choses
il peut y avoir politique s'il y a intime. C'est-à-dire faire un sujet en disant ma grand-mère a été une femme tondue et je vais raconter son histoire, ça on a de l'argent assez facilement. Dire voilà, je vais faire un film qui frontalement montre des images de ces femmes tondues, pose la question de la violence. Enfin, il y a des choses qui sont à la fois trop abstraites et c'est trop incertain pour donner de l'argent sur une chose comme ça. En plus, formellement, il n'y avait rien. Enfin, c'est des films qui sont difficiles à décrire avant de les faire. Sur 200 000 fantômes, c'était assez facile parce que du coup, sur les films sur la mémoire, c'est toujours plus facile parce que ça touche pas un universel, mais en tout cas, il y a un humanisme dans le sujet qui fait que ça touche et il y a une espèce, on se forme nous-mêmes à un devoir de mémoire, donc d'un coup, dès qu'on est dans ce travail-là, c'est plus facile. Sur les films plus politiques, on pourra en parler sur le film de Lara, c'est-à-dire d'un coup faire un film. Mon long métrage est un film sur des terroristes. Arrivé au CNC en disant, voilà, je vais faire un film sur le terrorisme. On a eu l'argent le jour où j'ai écrit dans la première page, au milieu de la page, je désapprouve le terrorisme comme outil politique. Enfin, ce que j'estimais pas que j'avais pas besoin de le faire. A priori, quand on fait un film sur des gens qui d'un coup ont tué 5 personnes dans un attentat, on n'imagine pas qu'on demande de l'argent au CNC parce qu'on est soi-même terroriste. Mais du coup, j'ai dû l'écrire noir sur blanc. Voilà, donc il y a un moment, il faut trouver des astuces dans l'écriture pour que les lecteurs se sentent rassurés de ce qu'on va faire. Vous avez des... À partir de 2010, c'est plus les mêmes producteurs, donc est-ce qu'il y a un lien ? Ah. Les 2 producteurs du départ ont disparu, Frédéric. Ouais, Frédéric, Envie de tempête. Je refais en fait... Non, c'est pas indiscret, c'est des questions intéressantes. Je peux vous raconter comment ils sont arrivés, du coup, aussi dans l'histoire. En fait, donc, je faisais mes films seul, donc je les distribuais tout seul, etc. Mais We Are Winning, en fait, a été un des premiers festivals qu'il a fait. Il était prêt à ce moment-là, c'était Clermont-Ferrand. Comme vous savez, Clermont-Ferrand, le plus grand festival de court-métrage au monde, et en tout cas en France, c'est excessivement important, les professionnels sont là. Et au retour de Clermont, j'ai un coup de fil de Frédéric qui m'appelle, qui me dit « Ouais, on a vu ton film, c'est génial, peut-être qu'on peut se rencontrer. » Donc Envie de tempête, une boîte, ils font pas que du cinéma politique, mais en tout cas Frédéric est quelqu'un d'engagé dans sa vie quotidienne, quoi, en dehors de son travail, et du coup ils avaient beaucoup aimé le film, et ils m'ont proposé, ce qui est une opération qu'on fait sur le cinéma qui n'est pas produit officiellement, c'est de la post-production. Des producteurs s'engagent sur des films qui sont finis, pour les finir techniquement s'il y a besoin, donc à l'époque le passage au 35, pour les distribuer. Et c'est une espèce de gentleman agreement parce que du coup, ils déchargent le réalisateur de la distribution du film. Eux, ils rentrent un film qu'ils aiment en catalogue, qui n'a pas nécessité d'argent ou pas beaucoup. Et j'ai rencontré Frédéric comme ça sur We Are Winning. Ensuite, j'ai continué mes films dans leur coin. Donc dès que j'en finissais un, j'y allais. Je lui disais, tiens, j'ai fait ça. Et du coup, il le prenait en post-production. Et avec Frédéric, on a vraiment produit de manière classique 2 films qui sont 200 000 fantômes et Entre chien et loup, que vous ne verrez pas aujourd'hui, qui est mon premier film de fiction. Et c'est comme les histoires de couple, hein, les rapports producteurs-réalisateurs, c'est-à-dire qu'à un moment, on se dit peut-être qu'il faut qu'on arrête avant de s'engueuler. De trucs, ça faisait plusieurs années qu'on bossait ensemble, on s'aime beaucoup, mais on s'était dit, si on veut sauvegarder une amitié, il faut qu'on arrête de travailler ensemble. Eux, ils avaient des contraintes financières. Être producteur de court-métrage, c'est un sacerdoce. Hein. C'est encore plus que, je sais pas, kamikaze que réalisateur de court-métrage. Donc eux, ils avaient à un moment, il y avait des problèmes d'argent. Eux, tout le temps, parce qu'ils étaient obligés de bosser à côté. Moi, est arrivé pendant Tel été criminel, j'ai reçu en prix, dans cette année-là, 30 000 €. Ce qui est énorme. Bon, voilà, c'était une chance, mais eux, producteurs, contractuellement, sur 30 000 €, ils ont 0. Donc d'un coup, ça crée une espèce de mécanisme de différence qui était un peu dur à négocier. Moi, les 30 000 €, c'est un ordinateur, un écran, une caméra. Enfin, les 30 000 €, c'est ce qui m'a permis de faire les films d'après. Mais pour eux, ils se disaient, mais d'un coup, toi, t'as plein de fric et nous, on gagne rien. Des fois, c'est comme un jeu. Des fois, c'est eux qui gagnent. Quand il y a des passages télé, mais pas de prix, c'est eux qui ont l'argent. Enfin, mais du coup, il y avait un truc où on s'est commencé à se dire, bon, allons prendre l'air. Et ce qui s'est passé en parallèle de ça, c'est que je fais minimum 2 films par an. Il faut pour un projet, quand c'est des projets que je fais dans mon coin, j'ai pas de souci. Quand c'est des projets que je fais financer, moi je suis un peu plus long que tout le monde. C'est 1 an, c'est la moyenne pour avoir de l'argent pour un court-métrage. Enfin,
ou pas, mais en tout cas en général on a fini de boucler. Moi il me faut 2 ou 3 ans. Donc c'est-à-dire si je veux faire plusieurs films, je ne vais pas attendre à chaque fois. Et les producteurs ne peuvent pas gérer plusieurs projets du même réalisateur. Donc il faut travailler avec plusieurs producteurs quand on est très productif pour que chacun bosse dans son coin. Et ensuite, donc là, les films, vous avez vu Sacre Bleu, ça c'est un film très simple, voilà, en termes de production qui est très étonnant. J'ai fait un seul film avec donc Ron Dyens, le producteur, parce que c'est lui qui m'a demandé, pour les 10 ans de sa boîte, il faisait une petite collection de films sur la désobéissance, il m'a demandé si je voulais en faire un. Donc j'ai fait ce film-là avec lui. Et après, j'ai beaucoup travaillé avec une production qui s'appelle Local Film, dont vous verrez aucun film ce soir, mais c'est eux qui produisent le long. Et je travaille aussi avec une productrice d'Orléans, donc le prochain film, celle qui l'a produit. Donc moi, je suis un peu exceptionnel. Les réalisateurs n'ont pas 4 producteurs. Hein. C'est en général à 1, voire 2, mais au-delà, je suis un peu boulimique de travail. Bonjour, quand vous dites que vous n'avez pas de financement, du coup, comment vous arrivez à trouver les archives? Parce que certaines s'achètent, donc d'un moment, ça fait quand même un sacré budget. Oui, en fait, d'ailleurs, sur mes films d'archives, quand j'ai cherché de l'argent, c'est parce que justement, j'en avais besoin pour chercher les images qui ne m'étaient pas accessibles depuis tout seul dans mon coin. Comme 200 000 fantômes, par exemple, parce qu'il fallait que j'aille au Japon d'aller dans les fonds d'archives pour récupérer les images. Ou sur certains films comme ça où j'ai dû acheter des images. Par exemple, quand on commence à avoir un peu de financeurs, on peut un peu voler les images. En festival, on est dans un hors droit, il n'y a pas de problème. Contre la télévision, on demande vraiment que tous les droits soient garantis, donc ça coûte effectivement de l'argent. Mais les images, souvent, là vous avez vu quelques films, j'utilise beaucoup d'images qui sont des images pauvres, enfin en tout cas qui sont des images en dehors du droit d'auteur. C'est-à-dire ce sont des images hors droit d'auteur, donc les images de l'armée, les images de certaines banques, de toutes les banques, tous les ministères, toutes les institutions publiques ont des propres archives qui en général sont libres de droit. J'utilise de l'image amateur, j'utilise de l'image de news. Bon, tout ça est en train de changer parce que les statuts changent, donc, mais à l'époque c'était encore libre de droit. Donc j'utilise aussi des images où il n'y a pas ce problème-là, et je devrais les payer pour les avoir en meilleure qualité, parce que les propriétaires des images, ce qu'ils vendent, c'est surtout qu'ils ont les originaux, donc des très très bonnes qualités. Mais comme je disais tout à l'heure, comme je suis monteur, que je suis un peu truquiste, étalonneur à côté sur certaines productions, c'est-à-dire j'arrive à cacher que je craque des DVD en termes de qualité, ça se voit pas beaucoup, que mes images, à la base, sont de qualité quand même, normalement, un peu inexploitable. Mais j'arrive à bon, ce qui est plus facile pour les photos, mais en tout cas pour les films, j'arrive à me débrouiller pour que ça se voit pas, que la misère se voit pas trop. Et le passage au 35 en termes était important pour moi à ce moment-là, parce que le 35 avait l'avantage de mettre de l'aléatoire dans la vidéo, et du coup aussi gommer les défauts. Le kinéscopage permettait de rendre plus cinématographique un film vidéo. Voilà. D'ailleurs, il y a eu un problème sur les barbares, mais c'était un problème de câble, et c'était pas une volonté de mettre des pixels qui apparaissent partout. Vous avez d'autres questions? Oui. Justement, sur la recherche d'images, je lui ai posé la question tout à l'heure, mais voilà, on va la poser maintenant. Comment ça se passe pour la recherche d'images? Combien de temps ça prend? Tu plonges dans des fonds et comment tu fais la sélection des images que tu vas conserver pour les travailler? Et puis je me demandais aussi pour les droits, il doit y avoir des droits pour la musique aussi à payer, j'imagine. Ah, la musique, ça c'est plus dur que les images en termes de droits. En fait, moi, j'ai pas vraiment de manière globale de travailler, parce que il y a des... Je sais pas que j'ai une nature collectionneuse, mais j'ai un peu des choses que j'aime d'un coup que je vais aller creuser. Par exemple, si je prends The Devil, les Black Panthers, j'ai vu plein de films à un moment sur les Black Panthers, donc juste je collectionnais les DVD, mais comme spectateur d'une certaine manière, et à un moment, j'ai eu envie de faire un film, donc le jour où je m'y suis mis, j'avais assez de matière déjà pour le faire. Vitalité criminelle, c'était la même chose. J'avais fait une installation sur les images de la Seconde Guerre mondiale. J'ai croisé ces images. Je savais qu'un jour j'allais les utiliser, mais du coup, je les avais déjà. Après, ce qui est plus classique, c'est comme 200 000 fantômes, c'est-à-dire d'un coup un film qui est écrit et sur lequel il faut aller chercher les images correspondantes. Ça peut prendre entre quelques mois et des années. Ça dépend vraiment du sujet, d'où sont les images, de l'argent qu'on a. Ça peut être des processus un peu longs.
comme je disais, moi, j'ai l'avantage de travailler sur des images qui sont génériques, en fait. Une image du dôme, c'est une image du dôme. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une image du dôme prise par un photographe très connu ou une image du dôme où il y aurait telle personne devant. Ce qui peut être le cas sur certains projets. Et là où du coup ça peut être plus compliqué parce qu'il faut aller chercher les petits-enfants, les ayants droit, aller dans les caves, voilà, chercher des choses. Ce que je fais sur le projet long métrage, mais sur un court ça m'était jamais arrivé. Mais c'est des processus de 100 000 fantômes. Je pense que en fait le film s'est fait sur un an entre la recherche et le montage. Mais on a fait la recherche jusqu'à la fin. Et puis il y a la gestion du coup contractuelle. C'est-à-dire que sur un film avec 1200 photos, la gestion de 1200 contrats, elle prend forcément beaucoup de temps. C'est un temps qui est très bouffé par l'organisation et le travail de production. Mais ce qui est bien quand on a un peu d'argent, c'est qu'il y a un métier qui est très important, c'est la documentaliste. Le documentaliste audiovisuel, son métier, c'est à partir des désirs d'un réalisateur et de ses goûts personnels, d'aller chercher les images. Et c'est des gens qui, dans un métier à 99% féminin, donc je peux dire les documentalistes au féminin, en général, c'est des nanas qui sont très curieuses, qui ont une très grande culture, qui connaissent les fonds, et qui en général ont une habilité d'un coup à se saisir d'un sujet et à aller chercher les images et de les ramener. C'est vraiment leur formation, donc c'est vrai qu'elles ont une efficacité qui est très très loin de la mienne, même si voilà, je fais beaucoup de recherches, elles sont quand même... Et puis c'est aussi le travail avec la production, donc c'est-à-dire une image, effectivement, c'est une image qui est intéressante, mais combien elle coûte? C'est-à-dire que ça, c'est vite un problème, donc elles gèrent aussi la contrainte financière dans la recherche. Sur la musique, c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai eu 2 problèmes de droit, c'est sur la musique. Voilà, c'est ma faute, mais la musique, surtout aujourd'hui, là, ça a changé, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années, mais comme l'industrie du disque s'est un peu cassé la gueule, les maisons de disques, les éditeurs et les groupes ont tendance à... Avant, sur un court-métrage, c'était très facile d'avoir la gratuité, même d'un très grand groupe. On pouvait appeler, si on connaissait le cousin éloigné du voisin de chez Radiohead, on pouvait les avoir, eux, faire un contrat pour 500 €, ils s'en foutaient, donc en fait, moi, j'ai jamais eu, pourtant j'ai utilisé des groupes qui étaient connus, aucun souci de musique. Aujourd'hui, c'est plus vrai, ça veut dire que, là, vous allez voir, après Nos jours ont vaincu la nuit, il y a 7 morceaux de variété, c'est 2 000 € le morceau. C'est même pas, c'est des reprises, c'est des gens, enfin quand c'est Aznavour, je pense qu'il n'a pas besoin de 2 000 €. Mais maintenant, ils font plus de gratuité, quoi. Enfin, même sur du court-métrage, hein. Ce qui est assez récent, ce qui du coup est un peu contraignant. Et les 2 erreurs que j'ai eues, donc Uta l'été criminel, alors pour ceux d'entre vous, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Mireille Mathieu qui chante. Moi, quand j'ai entendu le morceau, je n'ai absolument pas reconnu Mireille Mathieu. Et comme c'était évident pour les producteurs, pour tout le monde, que j'avais fait exprès de prendre Mireille Mathieu, personne n'en a parlé. Et le jour où il a fallu pour, je sais plus, oui, c'était pour les Césars, pour l'édition DVD des courts-métrages sélectionnés au César, il fallait clearer les droits, et là, là il a fallu trouver Mireille Mathieu. Voilà, une amie était copine avec le copain de l'avocat de Mireille, enfin était le voisin de l'avocat de Mireille Mathieu, donc elle nous a signé un contrat vite fait parce que c'était pour les Césars et c'est un peu classe, mais après quand elle a vu le film... Voilà. Donc il y a une version officielle, enfin il y a ma version qui est celle que vous avez vue, et il y a la version télé, grosso modo, qui est avec quelqu'un qui a repris la chanson. Et j'ai eu le problème sur le film, là vous allez voir En prison, où il y a Francis Lalanne qui a refusé, mais vraiment pareil pour des questions morales, qu'on utilise sa musique. C'est plus compliqué. Et là c'est pas des négociations d'argent, quoi. Enfin, on parle pas d'argent, on parle vraiment de droits moraux qui sont... De politique aussi. Oui, mais en même temps, c'est pour ça que c'était une vraie erreur de ne pas reconnaître Mireille Mathieu. J'aurais jamais pris, c'était ridicule. Enfin, j'essaie de ne pas agresser les gens, en fait. Donc je vais pas prendre... Déjà, ça m'intéressait pas, c'est trop anecdotique pour moi. Et puis, je savais très bien où elle se situe politiquement. C'est très ironique, non, l'utilisation de la Marseillaise, justement. Donc du coup, ça renforce... De la Marseillaise, mais pas d'elle en tant qu'être humain, personne... Oui. Voilà, c'est trop petit pour... ça fait une petite pique à un moment où c'est pas le sujet du film. Quand l'inconscient parle. Ouais. Mais là, c'était une vraie erreur. Là, c'est des erreurs là, en tant que réalisateur et des producteurs, de ne pas l'avoir noté, c'était une vraie erreur. Il y a des histoires de films qui ne sont jamais sorties en salle parce que les musiques n'ont pas été clearées avant le tournage, enfin avant la finalisation du film. Hein. Oui.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que le mot politique était devenu un gros mot dans le cinéma. Et du coup, ma question est dans quel type de festival ou quel festival on peut voir vos films et d'autres films comme ceux-là, parce que j'aimerais bien y aller. En fait, moi j'ai de la chance parce que je ne suis pas tout seul à faire des films politiques en France, mais on n'est quand même pas beaucoup. Et du coup, j'ai de la chance. En plus, vous avez vu, là c'est des films qui sont très hybrides, c'est-à-dire que c'est du documentaire mais c'en est pas, c'est expérimental mais c'en est pas, etc. Donc ils sont un peu passe-partout, c'est des formats assez courts. Et du coup, ça, c'est des films qui circulent énormément en festival, mais en festival, des festivals un petit peu plus, qui ont des vocations un peu plus politiques. Il y en a plusieurs, je sais, ils m'ont jamais programmé, mais il y a le Résistance à Foix, il y a pas mal de festivals quand même qui travaillent la question du politique. Beaucoup de festivals de doc, d'ailleurs. Mais mes films vont un peu partout, je remplis un peu la case politique des festivals généralistes. Il faut un petit film coup de poing, il faut une petite animation, il faut une fiction un peu drôle, une fiction un peu intelligente et un petit film tract. Voilà, et j'ai un peu cette fonction-là. Mais c'est énorme, un film comme Brutalité criminelle, ça doit être, je sais pas, 200 ou 300 festivals en sélection et des centaines de diffusions derrière. J'ai une chance assez exceptionnelle de faire ces films dans mon coin et qu'il y ait cette distribution-là. Ça ne m'appartient pas, hein, comment ça se diffuse, mais en tout cas, je sais que je remplis une fonction dans l'écosystème court-métrage français et à l'étranger, parce que c'est des films qui circulent beaucoup à l'étranger grâce à l'absence de langage. J'ai rempli un peu cette fonction-là. Mais ça se diffuse, et certains sont même passés à la télévision. Une fois qu'ils ont fait 2 années de carrière, qu'ils ont eu plein de prix, on se permet de les passer à la télé. Bon, voilà. C'était une question, justement, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que tu te poses des fois la question de la destination de tes films parce que tu parlais tout à l'heure des difficultés de financement, des difficultés aussi parfois de visibilité pour certains films, même si tu as eu plutôt de la chance par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à montrer leurs films. Est-ce que toi, ça t'est déjà passé par la tête d'être peut-être un peu moins frontal pour avoir une plus grande audience et malgré tout réussir à faire passer des choses qui te tiennent à cœur? Non, parce que je me la pose a posteriori, mais je me la pose jamais pas quand j'ai commencé et pas quand j'en suis dans un processus de film. Je ne me pose strictement jamais la question du public. C'est-à-dire, l'adresse au public ne m'intéresse pas. Je fais des films pour moi. Faut que les films m'émeuvent. Je les montre jamais ou très très rarement, sauf évidemment quand il y a le producteur parce qu'il est content de voir au bout d'un moment que je l'invite à voir le film en cours. Je fais semblant d'écouter son avis, tout ça. Enfin, c'est un jeu, hein, mais je suis jusqu'à la fin du film. C'est-à-dire, je montre le film quand il est fini, quand il est pour moi vraiment fini. Et il faut qu'il soit juste pour moi. Mais je ne me pense jamais à qu'est-ce qui va se passer pour... est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair, est-ce que je transmets des choses ou comment je m'adresse aux gens à qui je montre le film, c'est vraiment... Mais au point, Brutalité criminelle, je pensais que ça allait intéresser personne. Mais personne, ou 200 000 fantômes, pour moi c'est tellement abstrait que je ne comprends pas que le film puisse être montré. Enfin, c'est pas une fausse modestie, je sais qu'après il y a des réactions. Et j'apprends dans ce type de rencontre, quand je rencontre le public en salle, etc., ce que le public me dit de mes films, comment ça les touche ou pas. Et du coup, je me rends compte qu'il y a des choses qui inconsciemment j'ai mises dans la construction du film, qui sont ressenties, qui fonctionnent. Mais c'est pas, il n'y a pas de, je me pose pas du tout cette question-là. Mais d'ailleurs, c'est un vrai. Moi, je le dis quand j'ai des étudiants, ou comme j'ai été beaucoup monteur avec des réalisateurs, je vois bien comment ça fonctionne. J'ai vu des films mourir parce que les réalisateurs invitaient leurs producteurs, leurs petites copines, leurs cousins, leurs voisins à venir faire des retours sur les films. Ils prennent des notes, après il faut tout changer. Moi, mon rôle, c'était de dire non, mais tu veux... Toi, ça paraît comment? J'aime bien, mais les gens ne comprennent pas. Et tu veux quelle version? La tienne alors? Plutôt, ça serait bien que les gens comprennent, et à la fin, on a des merdes. On a des objets qui sont bien, ouais, voilà, tout le monde est un peu content, on l'oublie aussi vite qu'on l'a vu. Et j'ai vu des films se ruiner comme ça, faire trop attention au public, à la réception du film. Par rapport à l'abstraction de certains de tes films, est-ce qu'il y a un autre circuit qui est intéressé par la diffusion? Je pensais aux galeries d'art contemporain ou au FRAC.
Alors c'est des films qui circulent effectivement pas mal en expo, mais ça m'intéresse pas beaucoup en fait. Donc ça m'intéresse pas beaucoup parce que je fais des films pour la salle. C'est-à-dire que quand des curateurs, des commissaires m'invitent à venir à montrer un film par exemple, je leur dis oui, enfin voilà, prenez-le, mais pour moi c'est des films qui partent d'un point A à un point B. Enfin, c'est des films linéaires quoi, qu'on voit en salle. Bon déjà voilà, la technique, là il n'y a pas de 5 ans, je suis un peu triste par exemple. Enfin, je suis un peu comme ça, mais du coup en galerie, sur un DVD qui tourne en loupe avec de la lumière, et puis les spectateurs arrivent en plein milieu des films. Enfin, arriver au milieu du tel été criminel, on est où quoi? Enfin, du coup, je dis toujours oui, mais je le fais avec un peu détachement, quoi. Mais oui, il y a certains films sont dans des collections, dans des choses comme ça. Vous avez encore d'autres questions? Vous voulez passer un peu autre chose? Oui, il y a une autre question. Alors, il y a eu 6 films, 3 abordent la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est un sujet qui t'est cher ou est-ce que c'est un hasard? Alors, il y a beaucoup de hasard, mais en tout cas, ça correspond à un moment de ma vie où je me suis rendu compte que j'avais trop de lacunes historiques pour comprendre ce qui se passait aujourd'hui. C'est-à-dire que il y avait des choses qui m'échappaient, c'est-à-dire, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. J'étais pas très bon en classe à l'histoire, enfin, j'étais pas très bon, ça m'intéressait pas. Mais du coup, entre ma famille et l'école, c'est pas l'endroit, il me manquait des choses, quoi. Et surtout sur des choses très importantes. Et j'ai eu besoin à un moment, pour comprendre ce qui se passait aujourd'hui, de m'intéresser à ce qui s'est passé hier. Donc ça a correspondu à une période de ma vie, quoi, d'aller et sur la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un enchaînement de césures historiques, quoi. C'est un enchaînement c'est un des pires moments de l'histoire, où on allait le plus bas, où ça touchait des choses affreuses. On vit toujours dans l'après-guerre. Voilà, politiquement. Et c'était aussi malgré tout le moyen de... C'est des films sur la Seconde Guerre mondiale, mais moi, Brutalité criminelle, par exemple, c'est un film sur aujourd'hui. Enfin, c'est la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est en France en 1944, c'est en France en 2013. C'est plus des femmes que l'on tombe, mais on peut très très facilement faire des traductions avec des événements contemporains en France ou à l'étranger. Donc c'est aussi un outil pour parler d'aujourd'hui, quoi. C'est les deux temps, c'est pas que des films ancrés dans le passé. Voilà, pour moi. Mais là, c'est vrai que j'en suis sorti. Là, j'ai une période un peu années 70, un peu révolutionnaire. S'il y a plus de questions, on peut passer à autre chose de très très radicalement différent. Donc ce que vous verrez pas aujourd'hui, c'est un travail de fiction que j'ai commencé à faire au fur et à mesure, à travers les films. Pour info, la plupart de mes films sont sur Vimeo, sauf les derniers films, ou ceux qui ont des problèmes de droit. Mais vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il y a mon mail par Vimeo, je vous donne les mots de passe. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les autres sur Vimeo. Là, on va passer à un travail qui est très différent, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui était un peu en contradiction dans mon travail, mais que j'arrivais pas à surmonter, c'était de se positionner comme un cinéaste politique, voilà, ou qui interroge politiquement le monde grâce au cinéma, et je me suis toujours, d'une certaine manière, caché du réel par le travail des archives ou par le travail de fiction. C'est-à-dire, je n'ai jamais pris une caméra pour aller filmer le réel et faire un film sur ce qui se passait autour de moi. Voilà, je pense que il y a deux choses que je ne savais pas faire, et aussi j'ai toujours pensé, le reproche que je fais souvent, par exemple sur les documentaires du réel ou sur la fiction qui s'intéresse aux faits contemporains, c'est souvent ni fait ni à faire. C'est souvent, ça manque pour moi de point de vue, de manière de voir le monde, mais d'un point de vue, ça veut dire un point de vue politique. Et un point de vue de comment on filme le réel. C'est pas juste on prend une caméra et voilà, on fait ça et puis on a un film. Et du coup, j'avais pas envie de faire la même erreur, et je pense que j'ai jamais eu de point de vue clair sur le monde. De choses qui me font, voilà, je vais filmer ça comme ça parce que je veux raconter ça sur le réel. Et il s'est passé un vrai hasard. J'étais allé en prison présenter Brutalité criminelle dans le cadre d'un atelier de programmation à destination des détenus. Et l'expérience avait été pour moi excessivement négative. En fait, j'étais allé là-bas, plein de bonne conscience, voilà, je fais des films politiques, donc on m'invite en prison, je vais y aller, je vais donner un peu de culture, comme ça, à ces gens qui en manquent.
enfin ça je le dis maintenant, hein, mais et je me suis rendu compte de l'erreur, c'est-à-dire on ne va pas présenter une utilité criminelle à des détenus comme je viens vous le présenter aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'en prison, quand on y rentrait, il fallait y rester avec les gens. Enfin, pour cet échange, il fallait du temps. Et du coup, c'était resté en mémoire, et quelques années après, une association d'art contemporain en espace urbain m'appelle depuis Orléans en disant voilà, on aime beaucoup votre travail, on aimerait bien que vous fassiez quelque chose pour notre association, tout ça, Et ma première réaction, c'était où l'art contemporain et où l'espace urbain, c'est pas mes questions. Et puis faire un film, ça prend 1 an, donc c'était un peu compliqué. Mais du coup, je me suis rappelé que c'était la maison d'arrêt était là, à Orléans. Donc j'ai proposé tout de suite de faire un projet qui partirait de quelque chose qui partirait de la prison et qu'on donnerait pour les spectateurs à l'extérieur. Et je suis arrivé assez vite à un projet d'un concert qui serait donné en direct par des détenus à l'intérieur de la prison, des enceintes à l'extérieur et du public venu qui vient devant la prison écouter le concert. De manière miraculeuse, le projet est accepté tout de suite par la prison. Et du coup, on a travaillé un mois avec les détenus. Le concert a eu lieu, alors pas en direct pour différentes questions, mais du coup on a enregistré le concert, on a couru dehors, on a diffusé le concert au public. Les détenus devaient être de l'autre côté du mur, donc du coup malgré tout un échange de choses qui s'entend. Et le projet s'arrêtait là. Et au dernier moment, 2 jours avant, on a décidé Enfin, il y avait une autre option, on avait décidé de filmer dehors, avec quelqu'un qui faisait une espèce de mini-reportage, pour qu'on puisse ramener aux détenus ce qui s'était passé à l'extérieur, pour leur montrer les images du public, comment les gens réagissaient, etc. Parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas le voir. Et on s'est dit, quitte à filmer, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu plus que ça, quoi, donc là, c'est des gens de l'art contemporain, d'un coup, est-ce qu'il ne faut pas faire témoignage de cette œuvre éphémère, faire des images pour garder des traces de l'événement. Et on avait l'idée, parce qu'il nous restait... donc un projet comme ça, c'est 2 000 €. Il nous restait 200 €, et on pouvait faire une petite édition DVD avec un livret, tout ça, et on s'était dit, peut-être faut faire des images peut-être pour cette forme-là, ou pour mettre dans une galerie, enfin. Et j'ai demandé à 2 chefs-op, dont celui avec qui je travaille tout le temps, de venir pour filmer des portraits de gens qui écoutaient la musique. Et le concert a eu lieu, quelques semaines plus tard, je regarde les images, et voilà, et ce qu'ils ont fait m'a vraiment époustouflé, donc j'ai fait le film pour ce DVD, pour cet objet, et c'est devenu un film indépendant, qui a été montré ensuite en festival, etc. Donc ça dure 22 minutes, ça s'appelle « Nos jours absolument doivent être illuminés », et puis on va le regarder. Après ce film-là, j'ai fait un autre film, cette fois-ci à l'intérieur de la prison, avec les détenus. Moi, ça m'a appris 2 choses très importantes, peut-être 3 d'ailleurs. Un, que j'avais les capacités d'aller dans des endroits qui jusque-là, je n'aurais jamais eu le courage de le faire. Et qu'en fait, en tant que cinéaste, ça m'a vraiment ouvert des portes. Et je peux prendre une caméra et aller tourner dans des situations qui sont excessivement difficiles. Et enfin faire des films que j'ai envie de faire depuis des années et sur lesquels j'ai jamais eu le courage. Que ça m'a confirmé aussi par ce film-là, donc je vous disais, le projet complet, ça s'est fait pour 2 000 €, le film pour 10. Il faut en permanence faire des films pirates, enfin, il faut toujours faire les films qu'on a envie de faire, il ne faut pas attendre. Il y a des films qu'on ne peut pas faire sans argent, sans équipe, mais il y a quand même toujours des films que l'on peut faire et qu'il faut faire, enfin, que moi je continue de faire toujours aujourd'hui, où je mélange des films produits et des films que je fais de manière pirate comme celui-là. Et après, ce qu'ils m'ont appris à l'intérieur, les détenus, le travail avec les détenus qui ne se voient pas dans le film, c'est que je peux me définir comme cinéaste politique, mais je sais très bien que le cinéma ne sert à rien, politiquement, comme c'est pas un moyen d'action. C'est-à-dire que ça sert à quelque chose, ça sert à échanger, à se retrouver ensemble dans une salle, à partager des émotions, à se questionner sur les mêmes choses, mais personne ne sort d'une salle de cinéma et va faire la révolution. Enfin, ou va militer, ou va sortir et va faire quelque chose, quoi. Et, mais par contre, ce qui s'est passé à l'intérieur avec les détenus, ce que ne montre pas ce film et ce que ne montre pas le suivant, c'est ce qui s'est passé entre nous, quoi. Et ce qui s'est passé entre nous a abouti à ce que j'ai changé, ils ont changé. Et dans cette relation-là,
le film devait être fait pour cette relation-là. Et là, quelque chose de l'ordre du politique et du partage s'est passé, dans le faire du film. Pas dans son résultat et l'échange avec le spectateur, mais dans le faire très concret du film. Pour la première fois, je me suis senti actif avec le moyen du cinéma. Je ne sais pas si vous avez maintenant... Oui. Oui, alors moi je trouve ce film très beau et très puissant. Et alors, je voulais savoir si vous aviez montré le film aux détenus et si vous en donnez des retours. Ça ne marche pas. Juste que je branche le micro et je... Sinon je peux vous rendre le vôtre. Hein, c'est pas... Non, voilà, ça va aller. Je lancerai le dernier film comme ça. Non, malheureusement, eux, ce qu'ils ont vu, c'était le petit film que j'ai monté très rapidement derrière, avec l'autre caméraman. Je leur ai ramené le journal télé de France 3 qui montrait des images et cette petite chose qu'on faisait. Ce qui s'est passé, c'est que c'était une maison d'arrêt. Donc les maisons d'arrêt, il y a plusieurs types de lieux d'incarcération. Les maisons d'arrêt, les maisons pénitentiaires, j'ai oublié le troisième. Dans les maisons d'arrêt, c'est les endroits où les gens passent en fait quand ils sont chopés par les flics, en attendant leur jugement. Et et c'est les courtes peines. Donc c'est quand même des endroits où les détenus ne font que passer. Enfin quelques mois, mais c'est des lieux de passage, quoi. Dès qu'on est condamné à des peines plus lourdes, on va dans un autre endroit. Donc entre le moment où moi je suis sorti de ce projet, où j'ai fait le film, où je l'ai fini, c'était un tournage en juin, j'ai fini le film en décembre. Ils avaient tous disparu de la maison d'arrêt. Et c'est des administrations un peu complexes, beaucoup plus complexes que les autres administrations, donc du coup j'ai jamais réussi à avoir les adresses des gens qui avaient chanté. Donc ils n'ont jamais vu ce film-là. Voilà. Sauf une dame qui a participé à l'autre projet, qui elle était encore à la maison d'arrêt, qui du coup a vu le film, mais c'est la seule. Malheureusement. J'aurais bien aimé qu'ils savent que le film était montré, que voilà, des gens le voyaient, des gens étaient émus par leur travail. C'est-à-dire que ça a donné une deuxième vie à ce qu'ils avaient mis dedans, quoi. Je vais peut-être juste quitter mes notes. C'est pas le Finder, en fait. Faut que tu cliques sur une des fiches et tu fais pomme cul. Voilà. Oui. Moi, je voulais te demander, en fait, comment est né ce projet, à la base, tout simplement. Ah oui, t'étais pas là avant la projection ? Non. Ah. Donc je le fais vite, en fait. J'ai été invité par une association d'art contemporain en espace urbain à Orléans à venir faire un projet. J'ai failli décliner, mais je me suis rappelé que j'étais allé dans la maison d'arrêt faire montrer utilité criminelle. J'avais trouvé l'expérience pas très agréable et que du coup, je m'étais juré d'y revenir. Du coup, j'ai accepté l'invitation et j'ai créé cette idée du concert. C'est pas moi qui ai fait techniquement, j'ai pas travaillé puisque je suis pas musicien, donc j'ai invité un musicien à venir, à faire le concert, et le film est un accident de parcours de la fin du projet. Oui. Mais il y a des hommes et des femmes, donc j'imagine qu'ils étaient séparés. Oui. Donc eux, ils se sont jamais rencontrés. Est-ce qu'ils se sont entendus entre eux? Non. Donc il n'y a que l'extérieur qui les a entendus. Il n'y a que l'extérieur. C'est une des raisons pour laquelle on n'a pas pu le faire en direct, c'est notamment cette question-là, parce que là, dans cette prison-là, vraiment, il ne fallait pas qu'il y ait de rencontres entre les hommes et les femmes. Je crois qu'ils ont dû enregistrer... On leur a filé quand même le DVD du concert, donc ils ont pu entendre ce qu'ont fait les autres, mais il n'y a pas eu d'échange. Sur le film que j'ai fait après, par contre, on a réussi à 2 ou 3 fois les réunir pour boire un pot, ce qui était waouh. Avec une nouvelle direction, donc une nouvelle politique qui voulait un peu plus mixer les gens, mais c'est excessivement séparé. Les spectateurs à l'extérieur, vraisemblablement, ne sont pas au courant que c'est en différé. Même si, on les a prévenus, mais ce qu'on leur a dit... Parce qu'on leur a dit que ce qu'on avait négocié, c'était que les détenus devaient sortir pendant le concert et être mis dans l'air, dans la cour qui était pile de l'autre côté. Donc on avait prévenu que c'était, nous on a vraiment couru, on arrivait avec la clé USB pour la mis, mais on a prévenu les gens en leur disant que les détenus étaient derrière. Le chef de détention était je vais pas dire de gros mots, on avait donc dealé qu'il soit effectivement derrière le mur, c'est ce qu'a fait le chef de détention, mais c'était pas le bon mur, il les a mis à l'opposé.
Voilà, ça on l'a su quand on est revenu le lendemain, ce qui était quand même d'une méchanceté assez crasse. Voilà. Donc eux, ils n'étaient pas là, nous on était persuadés qu'ils entendaient les applaudissements. Et il y a une femme à la fin du concert qui a même pris le micro de notre régie pour chanter pour eux, quoi. Enfin, c'était un moment, heureusement que ça a été filmé, que j'ai pu leur montrer ça, parce que c'était quand même, pour eux, ça a été un peu désespérant comme journée. Enfin, c'était forcément, quoi. Oui. Bravo, c'est pas la première fois que je vois le film, à chaque fois c'est la même émotion. Par contre, j'arrive toujours pas à comprendre comment les chefs-op ont fait de telles images. Moi non plus. Moi non plus, c'est une des choses, enfin là, quand je parlais de faire des films pirates, etc., c'est que normalement, ce type de film, par exemple les droits à l'autorisation à l'image, etc., là, les deux chefs-op, enfin on s'en est totalement pas préoccupé, mais ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai vu les rushs, donc là, les plans sont plus longs, hein, forcément. Moi, j'aurais donné comme contrainte de filmer des visages en 4 tiers. Bon, j'ai changé un peu de format, mais de faire chacun une chanson et demie pour qu'on ait toutes les chansons. On avait des caméras, mais de merde, enfin, vraiment de bas de gamme, avec des pieds pourris. Donc, ils ont filmé à 2 mètres des gens, et il n'y a pas un regard caméra. Enfin, il doit y en avoir une personne à un moment qui a en fait plan, mais quelqu'un de toute façon que je n'ai pas utilisé. Et quand on a montré le film à Orléans, on a fait une projection au théâtre, et donc évidemment tous les gens liés un peu au milieu carcéral, les associatifs sont venus. Ils se sont découverts sur scène, et là, parce que je me disais à un moment, ils ont vu quand même. Et en fait, non, personne n'a vu. Ils étaient tellement dans leur bulle. Puis il y avait plusieurs caméras, ça joue aussi. Ça veut dire qu'il y avait 4 ou 5 caméras, parce qu'il y avait la télé locale, France 2, nous on était 3, enfin voilà, il y avait plusieurs... Mais moi, j'ai rien vu, hein. J'étais à la régie, et du coup, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais comment... Enfin, la dame, là, elle, ça chante 2 chansons et demie, donc elle est là 10 minutes sans regarder la caméra. Et la caméra qui est au siège, là, quoi. Je sais pas, il devait peut-être penser qu'on faisait des plans larges, mais je crois que surtout, tout le monde était... C'était un moment assez singulier, hein. Tout le monde était perdu face à ce mur, et... Mais même, il aurait pu y avoir une coïncidence de regard qui va taper l'objectif, mais jamais. Voilà, donc c'est pas un missile, je sais pas comment ça s'est passé, quoi. Une petite question, j'ai l'impression que c'est un période un peu plus doux aussi que ce qu'on a vu depuis le début. Il y a une émotion qui est complètement différente de ce qu'on a vu. Moi, comme 200 000 par exemple, je sais pas. Il y a quand même d'autres films doux, je crois. Ce qui est sûr, c'est que l'endroit qui était même difficile pour moi, c'est-à-dire d'un coup, comment on fait un film sur la prison qui, malgré tout, est doux dans ce que ça dit de la prison. C'est-à-dire ça ne dit rien de la prison, quoi. Il y a une chose, alors qu'on est dans une géographie, là, qui est quand même très, très singulière, quoi. On est face à des murs de prison. Mais j'avais envie de quelque chose de très humain, en fait. C'était peut-être l'endroit pour lequel j'ai décidé d'aller en prison, c'est parce que derrière les murs, c'est juste des gens. C'est n'importe qui. Donc du coup, repasser par quelque chose de l'ordre d'un niveau zéro de l'humanisme, quoi, d'un échange de quelque chose qui relève du beau. Et, ouais. Justement, par rapport à au fait qu'il n'y ait pas de regard caméra, moi en fait j'étais persuadée que les caméras étaient beaucoup plus loin. Qu'elles avaient zoomé sur les personnages, et en même temps on peut se dire que ils sont là pour les entendre, ils ne peuvent pas les voir, et du coup les caméras sont oubliées aussi. Enfin, je pense qu'il y a une concentration à essayer à les écouter et puis à reconnaître certains, parce que j'imagine qu'il y avait des familles de détenus qui avaient, enfin voilà. J'imagine aussi que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu ce regard malgré la proximité de la caméra. Ouais, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai passé le concert durait 1 heure. Donc moi la régie, elle était entre le mur et le public, grosso modo, il faisait très chaud, donc les gens s'étaient un peu reculés pour se mettre à l'ombre. Pendant 1 heure, j'ai regardé un point du mur, quoi. Enfin, juste regarder si ça roulait, et je crois que tout le monde était un peu dans son truc. C'était, malgré cette douceur, c'était quand même un cadre, voilà, ça prenait beaucoup, ce que traduit beaucoup le film, c'est assez vrai de ce qui s'est passé sur l'expérience. Et effectivement, les gens, ils ont tous un regard intérieur, et les rares fois que ça échappe, c'est pour regarder 2 secondes... un peu le truc là-haut de la tourelle, et puis basta, après on reste... sauf des moments d'échange, des fois, entre les gens, qui ont été chopés, mais c'était quand même un truc un peu... ça mettait pas la patate, comme concert. Des autres questions là-dessus? Oui?
là-dessus ou sur toute autre chose. Bonjour. Je me demandais si c'est les détenus qui ont choisi de chanter ces chansons-là, enfin si c'est eux qui ont... Enfin, vous avez proposé plusieurs chansons et eux ils ont choisi, ou ils avaient déjà des idées de ce qu'ils voulaient chanter? Non, moi je voulais que ça soit de la variété. Parce que je voulais des chansons qu'on connaisse tous. Voilà, enfin pas qui... j'aime pas forcément Francis Lalanne, mais s'il passe au supermarché pendant que je fais mes courses, je connais la chanson et je peux chantonner. Je voulais qu'il y ait un truc d'échange, donc je voulais des chansons qu'on connaisse. Mais on va pas dans un endroit comme ça, Enfin déjà j'arrive, j'ai un cadre, moi c'était un cadre très particulier. Ils font beaucoup d'ateliers en prison, mais là moi j'arrive en tant qu'artiste et je leur dis voilà, on fait un concert, c'est telle date, on travaille. C'était déjà un cadre un peu serré, un projet malgré tout très écrit sur ce concert. Et il s'est passé deux choses, c'est-à-dire que les femmes elles avaient des ateliers de chant et elles chantaient la variété, c'était ce qu'elles aimaient. Donc elles tout de suite elles sont parties sur des trucs sans problème. Pour les hommes ça a été très différent. Ils sont partis sur comment parler de la prison. Donc des chansons beaucoup plus rock, des chansons qu'ils voulaient écrire pour dénoncer la prison, des chansons de rap, mais ils voulaient en tout cas être dans l'ordre de la chanson contestataire. La seule contrainte que moi je leur ai posée, parce que c'était une contrainte imposée par la direction, c'était qu'il n'y ait pas d'insultes directes aux gens qui travaillaient là, etc. Bon. Mais voilà, ça n'empêchait pas, ils avaient la parole. Hein. Ils pouvaient prendre la parole, effectivement. J'étais un poil embêté, mais c'était... Voilà, je me suis dit, quand est-ce que je vais mettre un peu un grain de sable dedans pour essayer de faire... Voilà, bouger les choses, mais finalement, je me dis, s'ils veulent chanter ça, ils chanteront ça. Et sur une des discussions qui a changé beaucoup l'investissement, d'ailleurs, qu'ils avaient dans le projet, d'un coup, un type, donc il parle que de... Là, il parlait de rap, mais alors de groupes que je connaissais absolument pas. Et d'un coup, il y en a un qui dit, je sais pas, il était dans son truc, et d'un coup, il dit en même temps, moi, si je pense à ma femme, quand elle va venir, elle sait que c'est la galère. Elle sait que c'est pourri, la prison. Enfin, j'ai pas forcément envie de lui raconter ça, mais par contre, j'aimerais bien lui chanter cette chanson, il commence à chercher, etc. Là, il fait cette chanson. Ouais, tu sais, le truc de Obispo, là. Ça sortait de nulle part après des discussions très pointues sur le rock et le rap contestataire. Et là, en 5 minutes, ils ont changé totalement leurs choix musicaux. Ils sont partis que comme ça, sur des classiques de la variété. Il y a une chanson qu'on n'entend pas là, qui était la seule qui était un petit peu plus sur le sujet. C'est une chanson de Dick Annergan, qui est assez drôle, sur un mec qui, à un moment, se retrouve en prison. Mais c'était une manière quand même très légère d'en parler, sans vraiment en parler. Mais ceci dit, ce qui est très impressionnant, c'est que la plupart de ces chansons, entendues de là où elles sont émises, elles prennent un sens qu'elles n'ont absolument pas dans un autre cadre. Là, quelqu'un qui dit juste « tu me manques », de cet endroit-là, d'un coup, ça prend un poids qu'ont pas les chansons originales. Ouais, la chanson de Renaud. Ouais, la chanson de Renaud, elle est super forte. Ouais. Il est très sympa, Renaud, c'est le seul qui nous a pas fait payer la chanson. Non, ouais, c'est d'un coup, on voit les pères de famille avec leurs gosses, enfin, le rapport à la... Ça a été... Ça, on l'a découvert assez tard. Je crois qu'on l'a même découvert au concert, d'un coup, de réentendre les paroles. Voilà, on était dans une étape de travail, et d'un coup, on se dit « Oh tiens, c'est bien, ça fait un peu sens ». Mais on avait un peu sous-estimé, d'un coup, le poids des chansons. D'autres... Alors du coup, je vous propose de la suite. Donc en fait, là, je suis à un moment de là, c'est 2011. Donc c'est un moment qui est beaucoup plus hybride, où il y a de l'archive. Vous en avez vu, par exemple, The Devil, mais du coup, d'une certaine manière, il y a plus de modestie dans les projets d'archives. C'est des projets plus courts, un peu film tract. Et à côté de ça, j'ai commencé à faire plus de fiction. Ce premier film en prison et un deuxième film que j'ai fait en prison. Et de manière parallèle, depuis à peu près 8 ou 9 ans, j'ai entrepris un gros travail de recherche qui va mener donc à un travail de long métrage, d'archives. Ce qui a poussé la longueur, c'est avant tout le film lui-même. C'est-à-dire que ça va être un film, je vais vous montrer un teaser, donc c'est un montage de 10 minutes qui ne sera jamais tel quel dans le film, mais qui est joint au dossier de production pour chercher de l'argent. C'est un film qui sera beaucoup cette fois-ci sur des archives qui parlent, avec des gens qui parlent, et un film pour lequel il sera important qu'on reconnaisse les extraits des films. C'est-à-dire ça c'est un morceau de télé, ça c'est un morceau de film de cinéma, etc.
Et donc du coup, dès qu'on commence à faire des extraits qui font 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, forcément, on arrive sur un format qui arrive au format de long métrage. C'est avant tout pour ça que j'ai voulu faire le film. Après, il y a d'autres raisons. Donc, il y a comment, pourquoi on passe aussi du court-métrage au long-métrage. Bon, il y a le cinéma est quand même considéré grosso modo comme avant tout le long-métrage de fiction. De toute façon, tout le monde va au cinéma avant tout pour voir des longs-métrages de fiction. Et il n'y a pas, non pas un mépris, mais d'un coup, le reste est un peu, voilà, il y a des vrais publics pour le court-métrage, par exemple, il y a du vrai public pour le documentaire, mais malgré tout, ça n'a pas cette espèce de vrai cinéma qu'est le long-métrage de fiction. Moi, par exemple, ça fait des années qu'on me demande quand est-ce que je vais faire des films. Ce qui est, voilà, un peu chiant au bout d'un moment, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire faire des films de fiction, c'est-à-dire quand est-ce que tu fais un film, c'est-à-dire quand est-ce que tu fais de la fiction, et quand est-ce que tu fais un long-métrage. Il y a une espèce d'inéluctable, on est cinéaste que quand on fait un long-métrage. Malgré tout, quand on est artiste ou quand on fait moi mon travail, j'ai beau avoir dans le milieu du court-métrage et un peu avoir une certaine reconnaissance de mon travail, le moindre film qui sort dans 2 copies à Paris, le réalisateur a plus de reconnaissance que moi. Bon, moi je suis pas très dans ce système-là, donc j'avais pas d'urgence à passer au long, et probablement que je vais faire encore 40 000 autres cours après le long avant de refaire un jour un autre long métrage. Mais ça participe aussi du fait que la plupart des réalisateurs vont vers le long métrage. Il y a la question de l'argent. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible de vivre du court métrage. Moi je suis très chanceux, je bosse 1 mois par an pour quelqu'un d'autre, grosso modo. Et pourtant, voilà, la plupart de mes films sont financés, mes films sont très distribués, donc j'ai de l'argent sur les retours des films. Je suis invité à intervenir dans des facs, à intervenir devant vous aujourd'hui, ou des choses comme ça. J'ai des prix dans les festivals, donc je gagne de l'argent avec mes films, mais jamais suffisamment malgré tout pour payer mon loyer à l'année. Et il y a un moment, c'est une question, les années passant, qui est vraiment problématique. Et moi encore, j'ai pas de môme. Mais quand on a des mômes, il y a un moment où, enfin voilà, comment on fait avec sa vie quotidienne. Et avoir un boulot à côté, c'est bien, mais il y a un moment aussi c'est usant, parce que quand on fait du cinéma, on le fait que à 200%, on fait pas du cinéma en tant que fonctionnaire, quoi. On est tout le temps pris par ça, donc du coup, faire ses films tout le temps, avoir un boulot alimentaire, et de temps en temps voir ses amis quand même, enfin, il y a un moment où il n'y a plus rien qui rentre dans le calendrier, et le temps libre est remplacé par le travail. Le temps qu'on pourrait avoir pour soi est remplacé par le travail alimentaire, tandis qu'un long métrage, même mal financé, permet quand même de vivre 1, 2 ou 3 ans sur son travail. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle, malgré tout aussi, à un moment, l'envie de passer au long métrage s'ancre dans une réalité économique sur laquelle on a à un moment envie, voilà, juste de simplement ne pas se poser la question de son loyer quand on fait des films. Grosso modo, c'est ça pour moi le passage au long, mais là avant tout, c'est ce que je vous dis, ce projet a commencé à 8 ans, pour moi c'était avant tout d'un coup la matière qui devient une matière dont le temps de traitement est une durée de long métrage. Donc ce film, c'est un film que la mise en production commence là en avril, le film sortira en salle en février 2015, donc je sais déjà quand va sortir le film. C'est un grand luxe quand on fait des films, parce que normalement le distributeur sur les premiers films, ils arrivent rarement au début du travail, donc normalement on arrive à monter son film comme on veut, une partie ne sort pas, une partie sort mal, ou alors il faut réattendre 1 an, le temps qu'on trouve un distributeur, le temps que le distributeur, il a besoin de plusieurs mois pour travailler, pour sortir le film. Donc souvent les réalisateurs se retrouvent avec des films, ils ont fini, il faut encore attendre derrière. Moi j'ai le grand luxe de savoir que le film, c'est un poil stressant d'ailleurs, le film voilà, doit sortir, doit être prêt, doit être... Donc du coup là je vais me reconcentrer là-dessus. Donc ça fait 8 ans que je travaille dessus parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Et donc je vous disais tout à l'heure, c'est sur l'armée rouge allemande, la fraction armée rouge allemande, qui a été fondée en 70, qui a fait une très grande série d'attentats en 72, et c'est 1 mois plus tard, tous les membres étaient arrêtés, et l'histoire se finit en 77, quand la plupart d'entre eux, de la première génération, meurent en prison. Et ce qui m'intéresse, ce pourquoi j'ai décidé de faire ce film, c'était qu'une partie d'entre eux étaient des producteurs d'images.
des étudiants d'école de cinéma, des journalistes, des gens qui jouaient dans des films, et que, pour ceux qui n'avaient pas fait d'image, tous, d'une certaine manière, étaient assez très très bien implantés dans le milieu allemand, politique, culturel. Enfin, c'était des gens, voilà, qui étaient, c'était pas des désesperados, des gens tout seuls dans leur coin. Certains d'entre eux passaient à la télé par rapport à leur travail. Il y en a un qui était avocat, qui défendait les étudiants contestataires et qui passait tous les 2 jours à la télévision. Ulrike Meinhof, qui était journaliste, qui a fait des films, elle intervenait très régulièrement dans les débats télé, comme il y a aujourd'hui, les talk shows. Elle arrivait, elle parlait, etc. Andreas Bader et Gudrun Ensslin, qui, sans avoir été trop des gens de l'image, Gudrun Ensslin était plutôt dans l'édition, c'est des gens dont le premier téléfilm sur eux date de 69, alors que le groupe est fondé en 70. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà des gens dont on pouvait faire des téléfilms à la télévision. Et ce qui m'a troublé, c'est le moment où ceux d'entre eux qui faisaient vraiment du cinéma, là, sur eux, ont décidé... J'ai vu leurs films, une partie d'entre eux, ils faisaient que des films très militants et politiques. Et un jour, ils ont décidé d'arrêter de faire des films et de prendre des armes. Voilà, pour moi, c'est totalement incompréhensible. Et j'ai commencé à beaucoup travailler là-dessus pour savoir quelle était leur vie, pourquoi, quoi. Enfin, pourquoi on en arrive à ça. Et du coup, ça, c'est l'objet du film. Je peux vous montrer donc ce teaser-là qui est basé que sur une seule figure de la RAF, Ulrike Meinhof, qui était la théoricienne du groupe, et qui était de tous la femme qui était publiquement la plus connue. Son avocat était le président de la République. Elle écrivait dans tous les journaux nationaux. Elle travaillait pour plusieurs chaînes de télévision. Elle a fait des films. C'était une femme qui était tellement proche de toute l'intelligentsia et de tous les gens au pouvoir en Allemagne que son cas, d'une certaine manière, a posé des questions morales jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Et c'est une femme qui, quand elle meurt en 1975, des gens de l'État au pouvoir lui rendent hommage, alors qu'ils l'ont combattu en tant que garant de l'ordre public. C'est un personnage assez singulier. Donc j'ai fait une espèce de montage sur elle. Alors c'est très protéiforme parce que c'était un moment où j'avais pas toutes les archives, donc c'est à un moment donné, mais ça donne une idée d'un coup de comment on peut raconter une histoire documentaire à partir d'images comme ça préexistantes. Hop. Vous avez des choses à dire, questionner, juste à... Vous allez respirer, fumer des cigarettes, tout ça. Non, dites-moi, moi je peux parler, hein, mais je peux même vous montrer d'autres films encore si vous avez l'énergie. Hein. T'as pris le micro pour une question ou juste... C'est pour des questions logistiques, en fait, qu'on réglait. Alors, justement, ce tournant au long, comment ça se... j'imagine que c'est... En termes de production, c'est carrément différent. En termes de diffusion prévue, c'est carrément différent aussi. Ouais. Alors, comment on passe comme ça de l'un à l'autre ? On passe lentement. Moi j'ai de la chance de travailler avec des producteurs qui sont inestimables parce que c'est des casse-coups, quoi. Ce projet, donc il y a je dis 8 ans, mais c'est peut-être légèrement plus, je vais voir Nicolas, donc avec qui j'avais fait un doux que vous n'avez pas vu, et je lui dis, il faut que je te parle d'un projet, j'ai envie de faire une animation en 3D, un cours sur un tel type de personnage, etc. Et je lui envoie 6 mois après un long métrage documentaire d'archives sur la RAF. Voilà, j'avais jamais écrit le projet de cours et je lui ai envoyé ça et il me dit super, vas-y, on y va, quoi. Mais l'idée de faire un film d'1h30 d'archives, que d'archives, sans voix off, sans explication, sur des terroristes et un film frontalement, directement politique, c'est infaisable en termes de production. C'est vraiment infaisable. Et en même temps, c'est pas un film qu'on peut faire pirate parce que les images qui sont là sont des images, enfin par exemple Meinhof, c'est des images, elle a travaillé pour la télévision. La plupart de ces images ne sont jamais sorties. Là, il en manque plein dans le film, et j'ai retrouvé tous ces films, etc. Ça, sans avoir déjà 10 000 € pour avoir les premières copies y aller, on n'y a pas, pour faire le film, c'est impossible. Donc, c'est pas des films qu'on peut faire pirate, mais quand même de faire ça, je pense que Nicolas, c'est totalement... Il aime beaucoup les projets difficiles, mais là, c'était très, très difficile. On
on a eu franchement de la chance parce que, donc effectivement, on ne parle plus du tout des mêmes budgets. Hein, pour faire un court-métrage très bien produit, de fiction, on est entre 100 et 120 000 euros, un peu plus pour de l'animation. Là, en aide à l'écriture, on a eu 100 000 euros. Donc voilà, c'est-à-dire que du coup, ce qu'on donne pour faire un film, là, c'était le développement et la recherche et tout ça. Bon, un projet comme ça, recherche, c'est excessivement cher, les recherches. Hein. Chaque copie que je demandais à une chaîne de télévision, c'est 200 euros. Donc si on commence à recherche, c'est les chiffres. Et puis, je ne parle pas allemand. Donc les frais de traduction, de kilomètres de films et tout ça, ça a aussi un certain coût. Donc en termes de production, c'est vrai. Après, là, on est sur un budget à 800 000. Pour un documentaire, c'est juste excessif. Pour un premier film, pour un documentaire, c'est excessivement cher. Donc en fait, finalement, je pense qu'on les aura au quasiment, mais ça veut dire que c'est 800 000 euros pour de l'archive. Nous, on fait le film de manière artisanale encore. Hein. Ça va être une petite équipe, je vais être payé au lance-pierre. Voilà, c'est payé, mais au lance-pierre. Donc dans ma manière de faire, bon, ça ne va pas changer grand-chose, à part que c'est vrai que quand on voit le prix de certaines images, là, on commence à recevoir les budgets, enfin les devis, on fait putain. Ça pose aussi des vraies questions, c'est de l'argent public, on fait un film avec de l'argent public, donc d'un coup, dépenser 20 000 euros pour une image, on se dit, voilà, c'est compliqué. Hein. Mais en termes de production, c'est juste, là, c'est une longueur. C'est une longueur, c'est-à-dire que ça s'en fait 8 ans, quand le film sortira, ça fera 9 ans ou 10 ans, entre le premier projet et le rendu, c'est excessivement long. Après, c'est un projet qui ne peut pas se faire en moins. C'est-à-dire que sur ces... il aurait pu se faire en 8 ans parce qu'on est resté bloqué 2 ans au CNC. Ce type de film, sans le CNC, on ne peut pas le faire. Donc là, on a patienté 2 ans. Mais sinon, à part ça, c'est que de la recherche. C'est du temps de travail. C'est pas du temps de perdu, en fait. Mais donc moi, je m'en sors bien. Enfin, mes collègues qui font de la fiction, qui restent 4 ans sur un scénario, dans les recherches de production, etc. Et 9 fois sur 10, le film ne se fait pas. Du tout. Donc je préfère passer 8 ans avec un film qui se fait que 4 ans avec un film qui se fait pas. Enfin, le passage au long est d'une violence assez... Voilà, c'est excessivement violent. C'est violent parce qu'on n'a pas de réponse tout de suite. D'écrire un scénario et de savoir qu'il ne se fera pas, c'est difficile. Mais attendre, faire 40 000 versions, il y a un moment où on n'est même plus artiste. C'est-à-dire on répond, enfin, à partir de notre scénario, on accepte de changer un personnage, on accepte de changer ça, on accepte de changer ça, etc. Parce que le distributeur éventuel voudrait, mais les retouches, qu'un acteur éventuel voudrait, mais il aimerait bien qu'on change son personnage. Tout le monde veut quelque chose. À la fin, en tant qu'artiste, on se perd, quoi. Et à la fin, ça se fait pas. Enfin, je trouve ça très... voilà, c'est très violent. Et moi, j'ai de la chance, comme... Voilà, mais c'est un autre projet. Je ne serais jamais parti sur un projet de fiction long métrage. Déjà parce que j'ai pas les épaules, et parce que je pense que c'est... faut du courage. Là, je sais que j'allais quand même, malgré tout, dans un terrain où les gens... où c'est identifié à mon travail. C'est la suite de mon travail. C'est une suite logique. À cette exception près qu'il y a toujours ce truc un peu retorse pour ceux qui font du court-métrage, c'est qu'on fait un film de 10 minutes, par exemple. Vous avez vu des films de 10 minutes, c'est excessivement monté, ça se tient sur 10 minutes. Je sais, moi, que ça ne se tient pas sur 1h30, mais tout le monde le sait que ça ne tient pas sur 1h30. Du coup, là, quand on a arrêté d'envoyer les films précédents avec les dossiers, parce que les gens disent « Ah oui, c'est super bien, mais c'est intenable sur 1h30. » Oui, c'est intenable sur 1h30. Mais du coup, de montrer des courts-métrages, les gens lisent les projets qui arrivent de long, comme des extensions de ce qu'on a fait en cours. Voilà. Et c'est toujours un peu... Si c'est parfait, si on dit, bah oui, mais c'est parfait dans cette forme, comment il peut développer? S'il y a des problèmes, comme il y a souvent dans le court-métrage, ah oui, c'est pas mal, mais bon, ça tiendra jamais 1h30 non plus. Et en fait, voilà. Bon, à la fin, on n'envoie plus de DVD avec. Du fait même de la nature du projet, et puis aussi par rapport à toi, ton statut en tant que réalisateur, qui est une réputation à l'international, est-ce que vous avez été chercher une coproduction allemande? Est-ce que c'était trop compliqué à faire? Non, on est sur 3 productions, France, Allemagne, évidemment, et Suisse. Ça, c'est des projets qu'on ne peut pas monter tout seul. Enfin, on peut monter ce projet tout seul si on arrive, par exemple, à avoir le CNC, une chaîne, une région, un peu d'autres financements, de la Sofico, des choses comme ça. Nous, la télé, là, c'est mort. Hein. Enfin, avec un film comme ça, c'est juste pas possible. Et il n'y a pas de tournage, donc pas de région. Donc on se retrouve avec le CNC et un peu d'autres fonds. Donc tout seul, en tant que producteur français. Et il y a une logique qu'il y ait de l'Allemagne. Enfin, que le film sorte en Allemagne, donc on a trouvé assez facilement sur l'Allemagne. Et après, c'est le Suisse, il nous a contacté parce qu'il connaissait le projet. C'est
on se connaît depuis longtemps par Film Interposé parce qu'il fait du court-métrage animation, il a une boîte de prod à côté, il fait d'autres choses, et du coup, il se lance avec nous sur le film, alors que c'est un jeune producteur de long-métrage, on va dire. Donc il y a Média, il y a l'Europe là-dedans. Ouais. Même à deux, on pouvait l'avoir. Ouais, on l'avait eu sur le développement, oui. Sur les 100 000 euros, Média a donné quand même beaucoup. Et après, il y a d'autres. J'ai pas tout compris, moi, des histoires de grands accords, mini-traités, tout ça. Avec l'Allemagne, il y a quand même beaucoup de choses qui permettent d'atteindre des fonds qui n'existent pas pour d'autres types de coproduction. Mais nous, là, on n'y est pas encore, on attend les réponses de ça. Voilà, du mini-traité, et le grand accord, je crois que ça passe par la télé, mais bon, quand les producteurs parlent entre eux, j'essaie de pas trop m'y intéresser parce que ça fait trop de domaines de compétences à avoir, et là, c'est trop. Et puis ils adorent ça, donc je leur laisse. Peut-être qu'on peut prendre, si quelqu'un a une dernière question. J'en ai une dernière, je sais pas, je veux bien laisser la dernière question s'il n'y en a pas d'autres, mais sinon je laisse quelqu'un le soin de poser la dernière question. C'était parce que tout à l'heure tu as dit que tu étais très attaché aux conditions de projection en salle. Et en même temps, alors ça me semble paradoxal parce que en même temps on peut trouver la plus grande partie des films en ligne, comme tu l'as dit aussi. Donc je voulais savoir comment tu articulais les deux. Enfin, comment est-ce que ça ne te gêne pas du coup qu'on puisse voir les films en ligne, pas du tout dans ces conditions-là, avec peut-être un ordinateur sur lequel on n'a pas un bon son, pas une bonne image, plus petite, etc. Sur l'équipe, une petite équipe, ça veut dire moi. J'ai une monteuse avec moi qui n'est pas vraiment une monteuse, qui est entre l'assistante monteuse et le montage. Un assistant monteur, une documentaliste, traductrice, dire de prod. Donc on est 6. On est 6. Bon, après il y a le son, mix, enfin après la post-production. Ce qui va être un peu délicat, c'est les histoires de post-prod. Ça veut dire qu'en attendant, je ne sais pas si ma documentaliste sera allemande ou française, parce qu'on est obligé de dépenser l'argent en salaire dans ces pays-là, mais normalement le tournage permet d'aller faire une séquence et de dépenser l'argent. Là, je vais être quand même obligé de composer une équipe internationale un peu bizarre. Oui, sur la diffusion de mes films, sur Internet, moi c'est arrivé assez tôt que je les ai mis sur Internet, alors que ça se faisait quand même pas vraiment beaucoup, parce que en tant que spectateur, moi, de films, en tout cas de court-métrage, parce que sur le métrage, quand même, on peut toujours trouver une édition DVD quelque part d'un film, etc. Sur le court-métrage, en gros, à part la salle, et tomber par hasard sur un film sur France 2 ou Arte, mais vraiment quand quelqu'un te parlait d'un film et que tu voulais le voir, c'était impossible. Mais vraiment, voilà, c'est impossible de voir les films. Et du coup, il y avait aussi une peur totalement irrationnelle à l'époque d'Internet, le grand ennemi du cinéma et tout ça. Enfin, les réalisateurs, d'un coup, ils ne voulaient pas que leur œuvre soit salie, dégradée par Internet. Il y a quelque chose qui m'énervait un peu parce que, on fait des films pour qu'ils soient vus, et en tant que spectateur, voir un court-métrage très précis, quand on nous donne un nom, c'était impossible, quoi. Fallait tomber par hasard sur le film en festival, quand même. Donc quand c'était un succès, ça allait. Quand c'était pas un succès, le film, en fait, on le voyait pas. Et du coup, je me suis dit, moi, je me l'ai mis en ligne parce que si quelqu'un veut voir le film, je préfère qu'il ait l'expérience de le voir en petit sur Internet que de ne pas le voir. Puis on a tous l'habitude, on voit la différence entre un DivX pourri qu'on a téléchargé au fin fond de la Russie et le même film en salle. On arrive à faire la traduction de ce que ça peut être. Mais du coup, je ne le mets jamais sur les premiers temps parce qu'à cause des télés, tout ça, il y a des limitations de droits. Donc en général, je les mets au bout d'un an ou deux, je les mets en ligne. Au fur et à mesure. Quoi. Mais ouais, c'est moins bien que la salle, mais il faut quand même, voilà, les films doivent être vus. Enfin, Très bien, je sais pas Sébastien, je sais pas s'il faut qu'on libère la salle. J'ai éteint mon téléphone, donc j'ai pas d'heure, donc je me fie à toi complètement. Je crois que tu m'as dit qu'on avait plus que quelques minutes et que s'il n'y a pas de dernière question. Moi, je peux vous montrer un film de 3 minutes, le dernier. C'est Sébastien qui sait. Ouais. Alors là, personne ne l'a vu encore, hein. Vous êtes très privilégiés, si on peut appeler ça un privilège. Mais... Enfin, vous êtes les premiers spectateurs du film, à part moi. Donc notre avis ne comptera pas du tout, c'est ce que tu as dit. Voilà, c'est ça. C'est pour ça.